Vous regardez Al24 News, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce 19h. Deux jours après l'entrée en vigueur de la trêve à Gaza, l'entité sioniste mène une nouvelle agression sur la vieille ville de Naplouse en Cisjordanie occupée et fait 3 victimes. Le chef du Hezbollah libanais hausse le ton à propos des eaux contestées entre le Liban et l'entité sioniste en Méditerranée orientale. L'Ukraine a suspendu les livraisons de pétrole russe vers la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque en raison de sanctions visant Moscou. Et malgré les appels des Occidentaux et du Japon, la Chine poursuit ses manœuvres militaires près de Taïwan. Deux jours après l'entrée en vigueur de la trêve à Gaza, l'entité sioniste mène une nouvelle agression sur la vieille ville de Naplouse en Cisjordanie occupée. 3 Palestiniens ont été tués dans cette attaque ciblée, dont Ibrahim Nabloussi, membre des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, et 69 autres ont été blessés. Les factions palestiniennes et les autorités du pays n'ont pas tardé à réagir à cette énième agression sioniste. Souhila Kilal. Pas de répit pour les Palestiniens, l'ennemi sioniste ne cesse d'imposer sa politique répressive. À peine Gaza a-t-elle fini d'enterrer ses morts que d'autres martyrs viennent s'ajouter à la longue liste macabre, cette fois-ci en Cisjordanie occupée. Ce mardi, 3 Palestiniens ont perdu la vie, dont Ibrahim El-Naboulsi, membre des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, et 69 autres ont été blessés lors d'un raid de l'armée sioniste contre la ville de Naplouse. Non, ils n'ont pas gagné. Il y a dehors des centaines de Brahim, 1 million de Brahim, des millions de Brahim. Il n'y a pas qu'un seul Brahim, tous les Palestiniens sont Brahim. Brahim était pourchassé par les sionistes. Il a eu plusieurs accrochages avec leur armée. C'est son destin. Des affrontements ont ensuite éclaté. Les forces d'occupation ont tiré des balles réelles sur la population. Les équipes de la Croix-Rouge ont été empêchées de porter secours aux blessés. Cette nouvelle agression sioniste a donné lieu à des protestations dans plusieurs villes palestiniennes, à l'instar d'El Khalil, Tulkaram, Ramallah et Beit Lahm, où les forces sionistes ont tiré des balles réelles, des gaz lacrymogènes et des bombes assourdissantes. Des dizaines de Palestiniens ont été blessés et asphyxiés, dont un jeune homme de 18 ans qui a été transféré à l'hôpital dans un état critique. Les factions palestiniennes n'ont pas tardé à réagir. Le secrétaire général de l'Initiative nationale palestinienne, Mustafa Barghouti, a estimé que ce qui s'est passé à Naplouse est un massacre systématique du peuple palestinien. Pour le Hamas, ce qui s'est passé à Naplouse est similaire à l'expérience de la résistance à Gaza, qui constitue un prélude à la fin de l'occupation sioniste. Pour sa part, le mouvement des Moudjahidines palestiniens a estimé que l'agression de Naplouse est un acte sioniste criminel contre le peuple et la résistance. La présidence palestinienne et le ministère des Affaires étrangères ont tous deux condamné l'agression sioniste de Naplouse, estimant que l'occupation s'approche d'une confrontation globale avec tout le peuple palestinien à travers toutes ces agressions continuelles et que le gouvernement sioniste n'est pas intéressé par le calme et la stabilité. Et les violences sionistes qui ont touché l'enclave palestinienne ces derniers jours ont causé la mort de 16 enfants, des enfants aujourd'hui pleurés par leurs parents. Elle est allée chez sa tante prendre des affaires. La maison est située dans la zone du bombardement, près de la mosquée. Alors qu'elle se trouvait là-bas, le bombardement a eu lieu. Elle voulait aller au parc. Est-ce que ça fait partie des objectifs de l'armée sioniste de tuer un enfant innocent? Ils nous ont rendu des vêtements trempés de sang. Elle était heureuse. Elle avait pris une douche et s'était coiffée. Ce sont les vêtements d'Allah. Les enfants ont peur et pleurent sans cesse. J'ai peur. Hier, je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je n'arrête pas de regarder le plafond et de me dire qu'ils allaient bombarder. Quand j'ai entendu parler de la trêve, je me suis sentie soulagée, mais je ne me suis pas reposée jusqu'à maintenant.
Et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier soir pour discuter en urgence de la situation à Gaza. Plusieurs membres ont soulevé leur inquiétude malgré la trêve décrétée dimanche soir entre le djihad islamique et l'entité sioniste. Après 3 jours de conflit meurtrier, un cessez-le-feu jugé fragile par l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient qui s'est exprimé par vidéo à l'ouverture des discussions. Thor Wensland qui a également mis en garde contre une reprise des hostilités. Celle-ci aurait des conséquences dévastatrices. Are you ready to say enough is enough? Êtes-vous prêt à dire que trop c'est trop? En tant que plus haute autorité responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale, combien d'années encore va-t-il pouvoir imposer son blocus inhumain sur 2 millions de personnes, dont la moitié sont des enfants, avant que quelqu'un ne dise que cela suffit? Combien d'enfants supplémentaires devons-nous enterrer avant que quelqu'un dise « trop c'est trop » ? Nous sommes très préoccupés par les événements qui pourraient conduire à la reprise d'une confrontation militaire à part entière et à l'aggravation d'une situation humanitaire déjà terrible à Gaza. L'entité sioniste en conflit également avec le Liban. Le chef du Hezbollah libanais a haussé le ton ce mardi à propos des eaux contestées entre les deux parties en Méditerranée orientale, où la découverte ces dernières années de vastes gisements gaziers a attisé les contentieux frontaliers. Le Liban et l'entité sioniste mènent des négociations inédites par l'intermédiaire de Washington pour régler leurs différends frontaliers et lever les obstacles à la prospection d'hydrocarbures. Je leur dis de ne pas faire de mauvais calculs à l'égard du Liban ou de son peuple, ou de la résistance au Liban en ce qui concerne les questions du pétrole, du gaz et des frontières maritimes. Ne faites pas d'erreur de jugement en lançant une agression. Toute agression contre quiconque au Liban ne restera pas impunie ou sans représailles. Nous attendons ce qu'apporteront les réponses aux revendications de l'État libanais dans les prochains jours et nous répondrons en conséquence. Je vous le dis, ainsi qu'à tous les Libanais, en particulier les partisans et les combattants de la résistance, nous devons être préparés à toutes les éventualités. Et du nouveau dans le dossier du nucléaire iranien, 4 jours après la reprise des négociations à Vienne visant à redonner vie à l'accord, l'Union européenne dit attendre que Téhéran et Washington prennent une décision très vite sur un texte final visant à sauver l'accord de 2015. Pour les partis participants, décider si on va prendre cette décision décisive et politique très prochainement ou non. Il n'y a pas plus l'espace pour les négociations, pour autres compromis. Donc nous avons le texte final. Et dans le même temps, les autorités de Téhéran étudient le texte final, le soumis donc par l'Union européenne, un texte qui nécessite un examen global, affirme l'Iran. Les remarques seront transmises aux coordinateurs ainsi qu'aux autres parties. Au Mali, au moins 17 soldats et 4 civils ont été tués dimanche. 9 autres militaires sont portés disparus après une attaque attribuée à des terroristes appartenant vraisemblablement à Daesh dans la ville de Tessit, située dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Un bilan provisoire toujours susceptible d'évoluer selon l'armée malienne. Et au lendemain de la signature de l'accord de paix entre les politico-militaires et le gouvernement de transition au Tchad, la population tchadienne réagit et les avis sont plus ou moins mitigés alors que certains saluent cet accord de paix très attendu. Des organisations ainsi que des acteurs politiques de l'intérieur du pays n'adhèrent pas au processus, ce qui affaiblit la portée de l'accord. Quel que soit le résultat auquel les négociateurs de Doha sont parvenus, il faut saluer cet accord de paix qui est très attendu. C'est depuis 5 mois que nous attendons cet accord pour permettre donc aux politico-militaires de venir participer au dialogue ici à N'Djamena. Mais malheureusement, il y a quand même une dizaine de partis pratiquement qui n'ont pas accepté de signer cet accord de paix, y compris le FACT qui était à l'origine donc de la mort du président Déby. Moi, je déplore cela. 9 ou 10 de ces membres du politico-armé n'ont pas eu à poser leur ceinture sur ce papier. Je pense qu'il y a encore un problème, donc il fallait peut-être faire en sorte qu'il y ait un climat
un climat qui doit permettre à ce que tout le monde puisse vraiment prendre part. Aujourd'hui, tout le monde sait qui peut être dans la salle de dialogue au sein des politico-militaires pour qu'on en parle de l'inclusivité du dialogue. Tout de même, tout le monde sait qui peut être dans la salle au sein de l'opposition crédible pour qu'on en parle d'un dialogue qui va être inclusif et souverain. Donc, c'est ça la vérité. Même s'il y a accord, cet accord aujourd'hui, avec ceux qui ont signé, cet accord, il se pose encore un problème de sa mise en application sur le plan intérieur qui n'est pas adhérent. Aujourd'hui, la plupart des organisations de la société civile, en tout cas les plus majeures, et aussi les acteurs politiques les plus majeurs de l'intérieur du pays, n'adhèrent pas au processus. Et dans un tel contexte de politique intérieure, l'application de cet accord posera gravement problème, sans compter la mauvaise foi du CMT. Et au niveau international, l'Algérie a exprimé sa satisfaction suite à la signature de l'accord de paix, un accord qui doit ouvrir la voie à un dialogue national inclusif à N'Djamena pour une paix durable dans le pays. L'Algérie qui par ailleurs a réussi à contrer la menace terroriste et à contrecarrer les plans des différentes organisations terroristes qui ont tenté de prendre le pied dans le pays, et ce grâce à l'action sécuritaire proactive et au large rejet populaire de la pensée extrémiste, estime un rapport de l'Institut American Enterprise. L'Algérie, poursuit le rapport, a fait face à une violence terroriste extrême, mais est parvenue dans une large mesure à lutter contre cette menace. Et le chef de la diplomatie algérienne est arrivé à Bakou, en Azerbaïdjan, pour une visite de travail de 2 jours. Ramtan Lamamra a rencontré son homologue azerbaïdjanais. Il sera également reçu par les hautes autorités du pays, l'occasion pour les deux parties d'évoquer les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. La République d'Azerbaïdjan, qui, on le rappelle, préside jusqu'à fin 2023 le mouvement des non-alignés. Elle est également membre de l'OPEP et de l'OPEP+. En Libye, fin de mission pour l'envoyé spécial de l'ONU, Stéphanie Williams, avec, il faut le dire, un manque de résultats probants, un départ qui risque d'approfondir la crise dans laquelle est empêtré le pays. Et pour rien arranger à l'affaire, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, aurait du mal à désigner un successeur en raison des divergences entre les membres du Conseil de sécurité pour établir une feuille de route. Karim Bouaziz nous en parle. Elle jette l'éponge. La conseillère spéciale de l'ONU pour la Libye, l'américaine Stéphanie Williams, avec plus d'interrogations lors de sa sortie officiellement le 31 juillet dernier que le jour de sa désignation. Critiquée depuis des mois pour un manque de résultats significatifs. Elle a toujours évoqué des obstacles sans jamais les nommer précisément, si ce n'est que la classe politique libyenne s'adonnait à un jeu de chaises musicales. Comprenez une volonté de maintenir un gouvernement provisoire tout en retardant des échéances électorales. L'appareil onusien, pour sa part, semble également impuissant à élucider les divers problèmes dans le pays. Que se passe-t-il donc en Libye pour décourager la diplomatie mondiale? La dernière chance aurait été la rencontre du Caire du mois dernier, laquelle avait réuni 2 délégations de la Chambre des députés de Tobrouk et du Haut Conseil d'État. Dernière chance surtout pour Stéphanie Williams, tentant de soigner sa sortie. Les 2 parties ont échoué à convenir d'un processus constitutionnel et Williams a tenté de réparer les dégâts en organisant entre Aguila Salah, président de la Chambre des députés, et Khaled Meshri, président du Haut Conseil d'État à Genève, laquelle réunion n'a enregistré aucun progrès à son tour. De plus, en attendant la désignation du remplaçant de Williams, un poste vacant pour un pays en profonde crise comme la Libye ne ferait qu'empirer les choses. Le Zimbabwéen Resdon Zenanga, coordinateur de la mission onusienne dans ce pays qui assure l'intérim, est d'ores et déjà prévenu, surtout en cette phase délicate et sensible et marquée sporadiquement d'affrontements entre différentes milices à l'entrée de la capitale de Tripoli. Surtout que Zenanga devra prendre son mal en patience puisqu'il est dit depuis le bâtiment onusien de New York que les personnalités à nommer ferait défaut. Des noms circulent bien sûr depuis plusieurs mois pour occuper ce poste. On retiendra l'Algérien Sabri Boukadoum qui avait déjà occupé le poste de ministre algérien des Affaires étrangères et de délégué de ce pays voisin qu'est la Libye auprès des Nations Unies. Fin analyste et vrai connaisseur de la situation libyenne. Mais là où le bas blesse davantage est que la nomination d'un remplaçant de Williams signifierait l'approbation de l'ensemble des membres du Conseil de sécurité qui sont scindés pour une feuille de route définitive, comme d'un côté la Russie ou les pays africains faisant face aux pays occidentaux. En attendant la fin de ces pourparlers au sein du machin onusien, notre voisin de l'Est s'enlise de plus en plus vers ce qui semble être une guerre civile globale.
Et on reste en Afrique pour évoquer les élections au Kenya. Les Kenyans ont afflué en masse aujourd'hui dès l'aube dans les bureaux de vote pour élire leur nouveau président, mais aussi des députés et des élus locaux lors de scrutins à fort enjeu pour le pays. Tinhinan Makassi. Près de 22 millions d'électeurs kenyans se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour choisir le nouveau résident du State House et son colistier pour les 5 prochaines années. C'est un scrutin qui s'annonce serré entre les deux prétendants à la magistrature suprême du pays. Les deux candidats rivaux, en lice à la succession d'Uhuru Kenyatta à la tête du pays depuis 2013, ne sont pas à leur premier pas dans la politique. D'un côté, William Ruto, 55 ans, colistier du président sortant, et de l'autre, Raila Odinga, 77 ans, ancien Premier ministre, connu pour son opposition à Kenyatta. Il est à sa 5e tentative de briguer la présidence du pays. Le 5e chef d'État kényan depuis l'indépendance devra s'atteler à plusieurs chantiers urgents, notamment le développement, la lutte contre la corruption ainsi que la mise en place d'un équilibre politico-ethnique. Le Kenya étant un pays arc-en-ciel avec plus de 56 ethnies, une composition sociale qui pèse sur l'échiquier politique. En simultané des élections présidentielles, les Kenyans devront également renouveler les membres du Parlement, de l'Assemblée nationale et du Sénat pour un mandat de 5 ans. Dans le reste de l'actualité, plusieurs déflagrations se sont produites ce mardi près d'un aérodrome militaire russe dans l'ouest de la Crimée. Les autorités russes ont affirmé qu'elles n'avaient fait aucune victime, ajoutant que ces déflagrations ont été causées par l'explosion de munitions. Et puis nous le disions en titre, les livraisons de pétrole russe vers 3 pays européens via l'Ukraine ont été interrompues. Une interruption justifiée par le refus d'une transaction bancaire à cause des sanctions visant Moscou. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Après une baisse sensible des livraisons de gaz russe à l'Europe, l'approvisionnement en pétrole a connu le même sort. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque sont entièrement privés des livraisons à travers l'oléoduc Druzhba qui dessert ces 3 pays européens. Les livraisons de pétrole via cet oléoduc étaient interrompues après le refus d'une transaction bancaire liée aux sanctions visant Moscou, précise l'entreprise russe responsable du transport des hydrocarbures. Dans un communiqué publié ce matin, Transneft explique que son prépaiement portant sur le droit de transit par l'Ukraine pour le mois d'août a été refusé et invoque l'entrée en vigueur de certaines sanctions contre Moscou. Conséquence de ce refus de paiement, l'entreprise ukrainienne Uktrtransnafta a cessé de fournir des services pour le transport de pétrole via le territoire ukrainien à ces 3 pays qui reçoivent en moyenne 250 000 barils par jour via la branche sud de l'oléoduc Druzhba. Par contre, la livraison de pétrole en direction de la Pologne et de l'Allemagne via le Bélarus, l'autre ramification de Druzhba, se poursuit sans aucun problème. Transneft cherche une solution pour permettre au paiement d'être réalisé pour garantir la reprise des approvisionnements. L'entreprise n'a cependant pas donné de détails, indiquant simplement avoir contacté Gazprombank afin d'obtenir l'autorisation du régulateur européen d'effectuer le paiement auprès d'Uktrtransnafta. Et puis sachez que le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé ce mardi une nouvelle campagne d'exploration gazière en Méditerranée, précisant qu'elle se tiendrait au large des côtes turques et dans ses eaux, évitant ainsi toute polémique avec la Grèce ou encore avec Chypre. Malgré les appels des Occidentaux et du Japon, la Chine a annoncé la poursuite de ses manœuvres militaires près de Taïwan, toujours pour répliquer à la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Bien que le gouvernement chinois n'a pas communiqué l'ampleur des effectifs déployés, il s'agirait des plus grands exercices ayant lieu près de Taïwan. Safwan Ben Sabri. Les tensions ne baissent pas entre Taïwan et la Chine. Pékin a procédé à des exercices militaires autour de l'île. Les vaisseaux militaires chinois ont été aperçus proches des côtes taïwanaises. La Chine vient communiquer du commandement de l'opération Est de l'armée chinoise a indiqué que l'armée populaire de libération continue de mener des exercices pratiques interarmés dans l'espace maritime
et aérien autour de Taïwan en se concentrant sur des opérations conjointes anti-sous-marins et d'assaut de mer. Les autorités n'ont pas précisé dans quelle zone se déroulent ces manœuvres, ni si elles sont à tir réel ou non. L'armée chinoise a tout de même mené ces derniers jours autour de Taïwan les plus grands exercices militaires de son histoire dans cette zone, envoyant avions de chasse, navires de guerre, drones, ainsi que missiles balistiques. Pour prouver à quel point elle s'était rapprochée des côtes taïwanaises, l'armée chinoise a diffusé ce week-end une photo prise selon elle à partir d'un des navires de guerre, où l'on voit un bâtiment de la marine taïwanaise à quelques centaines de miles seulement. Ce cliché pourrait être le plus proche du littoral taïwanais jamais pris par les forces de l'armée chinoise. L'armée chinoise s'entraîne par ailleurs pour un éventuel blocus économique et militaire de Taïwan, opération qui aurait un impact économique d'envergure mondiale. De son côté, l'armée de Taïwan a entamé un exercice d'artillerie à balles réelles, simulant la défense de l'île contre une attaque de la Chine. Des exercices que les autorités taïwanaises expliquent comme étant un entraînement de routine déjà programmé et non pas d'une réponse aux manœuvres militaires chinoises en cours. Et alors que Taïwan accusait Pékin de préparer une invasion de l'île, les autorités chinoises critiquent cette accusation. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a par ailleurs déclaré que toute tentative de résister à la réunification par les armes se soldera par un échec en réaction aux exercices militaires donc effectués par Taipei. Wang Wenbin qui assure également que les contre-mesures de la Chine sont justifiées, raisonnables et légitimes. La situation tendue qui règne actuellement dans le détroit de Taïwan trouve son origine dans la collusion des autorités taïwanaises avec des forces extérieures pour se livrer à des provocations indépendantistes sans fin, dans leur refus de reconnaître le principe d'une seule Chine et dans leurs efforts pour modifier le statu quo selon lequel les deux rives du détroit appartiennent à une seule Chine. Nous voulons dire aux autorités taïwanaises que toute tentative de s'opposer par la force armée au courant de l'histoire et à la réunification fera inévitablement face à la ferme opposition de l'ensemble du peuple chinois. Ce serait surestimer vos capacités, faire preuve de témérité et vouer à l'échec, comme une mante qui tente d'arrêter un char. Et au Pakistan, au moins 4 soldats ont été tués ce mardi dans un attentat à suicide dans le nord-ouest du pays, à proximité de la frontière avec l'Afghanistan. Énième attaque d'une nouvelle série d'attentats contre les forces de l'ordre dans la région instable du Waziristan du Nord. Elle intervient quelques jours après l'élimination de Omar Khaled Khorasani, un éminent dirigeant du mouvement taliban pakistanais. Et puis un mot concernant les fortes températures qui touchent le globe depuis quelques semaines. Le mois de juillet dernier est considéré comme l'un des 3 mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés selon l'Organisation météorologique mondiale, une agence spécialisée de l'ONU basée à Genève. Le monde vient de connaître l'un des mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés. Évidemment, comme nous le savons tous, une vague de chaleur très prolongée et très intense a touché certaines parties de l'Europe, comme nous l'observons en Suisse, en France, dans de nombreuses régions d'Allemagne, dans le nord de l'Italie, mais aussi dans le sud du Royaume-Uni. C'est la sécheresse. Le mois de juillet a été très sec, le mois d'août continue de l'être. Le début du mois poursuit cette tendance. Une grande partie de l'Amérique du Nord et de nombreuses régions d'Amérique du Sud ont aussi connu un mois de juillet extrêmement sec. Et c'est dans la douceur d'Helsinki que le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, s'élancera demain à 20h heure algérienne à l'assaut de la Supercoupe de l'UEFA. Les Espagnols affronteront l'Eintracht Francfort.
Et on termine avec cette annonce faite par la star du tennis mondial Serena Williams qui, à 40 ans, a annoncé donc sa prochaine retraite des courts, une retraite bien méritée après 25 années de carrière et 23 titres en Grand Chelem. Yes, please, miss. Et c'est avec ces images de Serena Williams que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Il vous suffit simplement de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Très bonne soirée sur Al24 News.